Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot consacrée aujourd'hui au rapport entre l'éthique et Internet. En effet, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont pris une place fondamentale aujourd'hui et nous sommes nombreux à surfer, à mailer, à podcaster, à télécharger, à acheter en ligne. La plupart d'entre nous abordent ce nouveau médium en toute innocence comme un moyen de plus pour communiquer. Internet est-il si innocent que cela ? Ne fait-il pas peser des menaces sur les droits de la personne ? Quels problèmes éthiques Internet pose-t-il ? Telles sont les questions que nous allons poser à Limor Yagil, historienne, maître de conférence à Haïfa en Israël, en communication. Limor Yagil, bonjour. Bonjour. Alors, donc, nous allons parler des rapports entre Internet et l'éthique, une éthique de l'Internet. Mais avant, il faudrait essayer de savoir ce que c'est que l'Internet. Alors, question toute simple, Internet, c'est quoi ? Oui, enfin, on est habitué aujourd'hui à Internet, mais au fait, à l'origine, ça a été fondé au départ par le lancement du Spoutnik par l'Union soviétique en 1957. Après, c'est un petit réseau de communication entre les universités américaines et à la fois le ministère de la Défense, parce qu'on est en plein guerre froide, donc il s'agissait d'être sûr que les informations en cas d'attaque arriveraient à l'endroit voulu et qu'il n'y aurait pas trop de dégâts. Et puis après, c'est un réseau de plus en plus entre les universités américaines qui facilite l'envoi des sources, de nouvelles découvertes des scientifiques. Et puis après, ça devient les autoroutes de l'information, ce qu'on connaît aujourd'hui, donc à l'échelle globale, internationale. Et donc, ce n'est plus seulement les États-Unis, mais toute la planète, petit à petit, est connectée à Internet. Alors, vous dites connecté. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce fameux réseau ? C'est un réseau des autoroutes des informations. Donc, on est à la fois connecté par son ordinateur, par les téléphones portables. Maintenant, c'est aujourd'hui par la télévision. Donc, tout un réseau. Et c'est l'individu qui se connecte. C'est un réseau d'information. C'est un réseau, contrairement à la télévision, et donc le téléspectateur ou l'internaute peut agir. Donc, il fait partie de ce réseau. Il peut décider ce qu'il voit. Il peut décider ce qu'il met, parce qu'il peut aussi être actif et mettre des informations sur le réseau. Il peut aussi faire attaquer d'autres sites qui ne le plaisent pas. Donc, c'est une variété d'actions, d'activités, et c'est interactif, c'est partout dans le monde. Donc, je peux connecter avec mon ami qui est à l'autre bout de la planète. Alors, ce que vous montrez, c'est que cette abondance d'informations, au début, était vécue comme une sorte de miracle. Et au fil du temps, des questions se sont élevées. La fameuse idée que l'information tue l'information. Trop d'informations tue l'information. Oui, c'est un peu ça, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la source de l'information. On ne sait pas non plus si l'image, on doit la prendre comme telle, si elle n'est pas manipulée. Surtout dans des conflits politiques qui se passent un peu partout. Je prends l'exemple du conflit palestinien, Israël-Palestine, ou le conflit avec la Tchétchénie. Donc on ne sait pas trop si les images, les informations sont réelles ou si quelqu'un ne les a pas manipulées ou a mis effectivement des images pour encourager l'autre à faire quelque chose ou pour montrer son point de vue. Donc, et en plus, quand on cherche une information, on peut pas trop, on a trop d'informations sur le réseau, donc, et on ne sait pas, par exemple, je cherche des textes, comment enseigner l'Holocauste, donc je peux arriver aussi également sur des sites de négationnistes qui, normalement, je ne devrais pas utiliser les informations. Donc, quelqu'un qui n'est pas au courant, comment exactement il va savoir quelle est la différence entre un site réel qui donne une véritable information et un site des négationnistes ou même des révisionnistes? Ceux-là, ils sont plus malins. Ils mettent à la fois des ouvrages scientifiques d'historiens et à la fois des ouvrages des négationnistes comme Faurisson et autres. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas la matière, qui ne connaît pas le sujet, il ne sait pas exactement faire la distinction.
Oui, parce que ça va être l'une des bases de notre discussion. Internet n'est pas régulé. Il n'y a pas quelqu'un qui met des visas de bonne conduite ou de mauvaise conduite, ou qui dit ceci est bon, ceci n'est pas bon. Ce que faisaient d'une certaine façon les éditeurs autrefois. C'est-à-dire qu'un éditeur un peu, disons, recommandable ne faisait pas publier n'importe quoi. Dans certains pays, il existe une censure, comme en Chine, par exemple, pour Internet. Mais même si on souhaitait réguler, il faut savoir qu'aux États-Unis, tout est permis au nom de la liberté. Donc, si vous avez, encore une fois, l'exemple des sites négationnistes qui sont interdits en France ou en Europe, donc ils sont totalement libres et en pleine liberté, tout le monde peut le regarder et avoir l'information aux États-Unis au nom de la liberté totale. Donc, c'est là aussi une des questions fondamentales du livre. Est-ce qu'on peut faire tout au nom de la liberté d'expression, la liberté politique? Est-ce que tout est permis? Alors, dans votre livre, vous n'arrêtez pas de parler de cyberterrorisme, de cyberspace. Qu'est-ce que c'est que ce cyber? Qu'est-ce que ça recouvre, en fait? Voilà, après qu'on a décidé de faire évoluer Internet comme les autoroutes de l'information, donc on a s'est créé un espace, un nouveau espace qui s'appelle le cyber, le cyberspace. Et donc, c'est un espace de transmission de l'information. Donc, il n'a pas de frontières, il est interactif. Et il y a des liens, il existe des liens, des hyperliens avec lesquels on se connecte et on arrive à plein d'autres fiches, à plein d'autres sites. C'est de cette manière-là qu'on avance sur Internet. Donc il y a toute une culture qui se développe. Et dans ce nouveau espace, on peut effectivement mettre tout, de la musique, de nouveaux objets, du cinéma, des films, on peut la nouvelle création, tout ce qu'on peut imaginer, on peut faire dans ce nouveau espace. Donc c'est à la fois aussi une nouvelle culture qui se développe, qui, disons, est différente de celle qu'on a pour la télévision ou la radio, de celle qu'on a connue, parce que effectivement cette nouvelle technologie a différentes caractéristiques. Et à la fois, il n'a pas de frontières. Donc, ce que je crée en France est vu par toutes les autres personnes qui décident d'arriver sur mon site. Et comme on l'a dit, le maître mot de cette nouvelle culture, c'est liberté. C'est-à-dire que, alors qu'il y a une sorte d'idée que la culture, que le monde réel, comme on dit, est un monde protégé sous la loi, il y a une sorte d'idée de culture ambiante qui est que lorsqu'on est sur le réseau, on est totalement libre. Oui, tout à fait. On peut faire tout ce qu'on a envie de faire, et presque donner liberté à ses rêves, à ses illusions, tout ce que. Et de ce point de vue-là aussi, si quelqu'un ne me plaît pas, je peux l'attaquer puisqu'il n'y a aucune contrainte qui me défend de le faire. Et au contraire, plus on a aussi le droit d'attaquer les pays, les lois, critiquer les lois. Il y a aussi des discussions, bien sûr, mais tout le monde peut montrer tout ce qu'il a envie, précisément. Donc c'est c'est la liberté totale, disons, un peu l'anarchie, un peu le chaos total. Ceci dit, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas, on verra ça plus tard, qu'il n'y a pas certaines censures dans certains pays, ou bien une tentative de réguler, de voir, surtout dernièrement après les attentats du 11 septembre, donc certains sites sont plus censurés ou, disons, attaqués par certains pays, où régulièrement on sait ce qu'ils ont, ce qu'ils mettent en ligne, où on les annule, on l'interdit de continuer. Mais ceci n'est pas grave, puisqu'après, un site qui est annulé, qu'on peut immédiatement créer un autre sous un autre nom et on redémarre exactement la même chose du point de départ. Oui, donc il y a un très grand espace pour l'éthique. C'est ce qu'on va voir dans les entretiens qui suivent. Merci, Limor Yagui. Merci. Dans l'entretien précédent, on a défini plus ou moins ce qu'était Internet et donc montré qu'il y a une sorte de dérégulation d'Internet, donc une place pour l'éthique. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin et vous montrez très bien dans votre livre que Internet est un lieu d'atteinte
des droits fondamentaux de la personne humaine. Alors on va égrener ces atteintes et on commence par la vie privée. Contrairement à ce qu'on croit, quand on est sur Internet, on n'est pas du tout protégé dans sa vie privée. Pas du tout, c'est-à-dire qu'à la fois, donc là, il y a plusieurs faits. À la fois, il faut savoir qu'on a des cookies ou des spams qui donnent des informations. C'est des cookies, c'est-à-dire, pour celui qui ne connaît pas, ça rentre directement sur mon ordinateur, même si je le veux ou si je ne le veux pas. Et ça permet à certains sites ou des vendeurs essentiellement de savoir quelles sont mes pratiques sur Internet. C'est-à-dire, ça illustre parfaitement le chemin que j'ai fait comme internaute, sur quel site je suis allée, où j'ai navigué, quels sont mes favoris. Ça donne toute l'information. À l'origine, c'est peut-être comme je suis un consommateur prédisposé à acheter des choses, donc on me définit comme un peu au supermarché en faisant une étude, quelles sont mes préférences, etc. Mais en même temps, on sait exactement sur quel site je suis allée, donc si c'est un site politique ou autre, on sait mes idées politiques, on sait mes engagements, et après, ça peut être utilisé, c'est pas obligatoire, mais ça peut être utilisé par d'autres, par exemple par la police, la gendarmerie ou les services secrets, etc. Donc l'individu ne sait rien, il ne sait pas qu'on l'espionne, c'est une certaine forme d'espionnage. Il ne sait pas quelles sont les informations qu'on met sur une base de données. Et après, les bases de données ne sont pas toujours protégées. Donc, on peut faire usage de ces bases de données. Et encore une fois, je ne sais pas quelle personne ou quelle institution ou quelle compagnie fera usage de ces informations. Donc, on prend des informations sur moi et je suis incapable de savoir quel usage on fera, si on va les utiliser comme tels, les manipuler ou les utiliser à mon insu. Donc, j'ai aucun contrôle. Une autre forme d'atteinte, c'est de prendre, si vous cherchez votre nom, ou généralement pour les auteurs ou autres personnes, si vous mettez votre nom sur Google ou Yahoo. Donc c'est les grands moteurs de recherche. Les grands moteurs de recherche. Donc immédiatement, vous voyez, vous avez tout votre historique, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez publié, toutes les traces qu'Internet a rassemblées sur vous. Même si ils sont me demander mon accord, c'est-à-dire que je n'ai pas donné mon accord quand mette un article que j'ai publié dans telle revue. Je le mets dans mon CV. Mais je ne suis pas d'accord que tout le monde dans le monde entier puisse savoir quels articles j'ai publiés ou quelles conférences, etc., ou si j'ai participé à un débat politique, etc. Donc là aussi, c'est une forme. Maintenant, ça peut être aussi qu'on publie sur un acteur des informations qui peuvent être vraies ou fausses, et souvent, on ne demande pas son accord de le faire. Donc ça peut être des journaux, on diffuse son portrait. On met son portrait sur un site parce que quelqu'un l'adore. Donc, on fait tout un site en son honneur, soi-disant. Et au fait, on ne sait pas quelles informations on met sur le site, si elles sont fausses, exactes. Et parfois, il y a personne qui ne veut pas donner toutes ces informations, parfois même très intimes, à tout le monde, à tous les publics. Donc c'est une certaine forme maintenant. Il y a aussi une forme de surveillance au travail, je dirais. Donc depuis qu'on a Internet, il y a des compagnies qui regardent bien ce que le travailleur fait pendant ses petites heures ou une demi-heure de repos, s'il se connecte sur Internet, sur quel site il y va. Et parfois même, ces emails sont analysés. Donc, on sait très bien à qui il a envoyé, même à titre privé, des informations. Donc, c'était déjà, même surtout dans des compagnies intéressantes, sérieuses aux États-Unis, mais je pense que ça se fait aussi en France pour savoir si le travailleur travaille bien ou s'il a la tête ailleurs. Hein. Donc, c'est un peu ça. Et ça, on le fait à son insu, sans qu'il puisse être au courant, parce que parfois j'envoie des mails personnels, je n'ai pas envie que le responsable soit au courant, et intercepte mes lettres personnelles, et qu'on voit exactement sur quel site je me promène. Bon,
une certaine forme. Vous avez d'autres formes de systèmes, ce qui s'appelle échelon. Alors, encore une fois, c'était à l'origine mise en pratique pendant la guerre froide. Donc, à l'origine, c'est des satellites qui permettent d'intercepter toutes les écoutes téléphoniques, fax, Internet, tout ce qui passe sur les réseaux de communication. Ils sont bien placés aux États-Unis, en New Zealand, au Canada. Et ça permet de savoir, on peut effectivement savoir aussi faire de l'espionnage économique, donc ce qui n'est pas toujours très bien pour les pays. On peut perdre des contrats économiques, ce qui était pour certains contrats d'Airbus pour la France, parce qu'on avait ces informations à l'avance pour ces pays. Donc c'est la concurrence déloyale, je dirais. Mais cet espionnage permet aussi de savoir d'autres informations. Pour le 11 septembre, par exemple, il y avait toutes les informations décodées sur les terroristes qui allaient faire. Seulement, il faut savoir aussi parfois les décoder, ces informations. Donc, on n'a pas fait trop attention, mais si on pouvait le faire, on pouvait aussi ne pas faire quelque chose contre les attentats. Oui, on se retrouve toujours sur cette question de l'immensité des informations et donc quelle bonne information trouver. Alors, vous montrez également que la liberté d'expression, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas si respectée que ça sur Internet. Pourtant, on a l'impression que c'est le lieu même où on peut dire n'importe quoi. Oui, alors on peut critiquer, on peut attaquer, on peut lancer, comme je l'ai dit, des fausses informations contre l'individu, contre les compagnies, contre tout ce qu'on a dans l'idée, tout ce qu'on a dans l'imagination. On peut aussi donner des fausses informations concernant un conflit qui se passe. Donc ça, à mon avis, ça incite après l'individu qui le voit, qui se dit, voilà, on tue mes frères de telle manière aussi barbare, donc je vais faire quelque chose, je vais m'engager. Donc, a priori, c'est certain que ça fonctionne sur l'imaginaire de l'internaute. À quel moment il va décider de faire quelque chose, c'est difficile de le savoir, mais ces images je suis persuadée, qui ont un énorme impact sur ces personnes, sur les jeunes surtout, qui les regardent, ne sont pas toujours bien informés. Et on a trop d'informations, comme je l'ai dit, et pas toujours on sait, les arbres cachent souvent la forêt. Donc, Et puis il y a, au nom même de la liberté, une atteinte très grave à un des droits fondamentaux, qui est le droit de propriété, puisque tout le monde se sent plus ou moins légitimé de pirater. Pirater, c'est-à-dire de copier des choses sans les payer. Oui, ça c'est pour les informations de pirater, soit la musique, soit des films, mais pirater, après, ça devient aussi d'attaquer des bases de données, changer l'information dans les bases de données, s'introduire, parce qu'on peut s'introduire dans des bases de données de différentes manières, à tel point qu'aujourd'hui, on ne laisse même pas des signes, c'est-à-dire qu'après, vous pouvez ne pas être conscient que quelqu'un a visité votre base de données. Donc, je peux donner juste un exemple, que ce soit des informations pour l'hôpital. Si quelqu'un décide de changer les informations concernant les médicaments, vous pouvez imaginer ce qui peut arriver après, ou par exemple pour les vols d'avion. Donc, c'est des bases de données de ce genre qui sont très importantes. Et souvent, l'attaque est possible. L'attaque d'un site, ça peut se faire en s'introduisant, en changeant. Au départ, c'est assez gentil. On attaque le site, on met une petite caricature, on change les données. Mais quand on attaque le site du Pentagone, par exemple, ce site est lié à d'autres sites. Donc, ça fait une grande, importante panne pendant un certain temps avec toutes les informations. Merci, Lima Yaghil. Dans l'entretien précédent, vous avez commencé à ébaucher l'idée que on peut faire du piratage, on peut attaquer certains sites, et il peut y avoir une sorte de terrorisme. Il y a une nouvelle forme de terrorisme que vous appelez le cyberterrorisme, un terrorisme sur Internet, et vous commencez par parler d'une intifada électronique. Alors, expliquez-nous ça, parce que je pense que nous, en France, on n'a pas bien vu de quoi il s'agissait.
Oui. Alors d'abord, je commencerai par dire que les avantages d'Internet, il faut bien les voir. C'est-à-dire un terroriste peut être chacun. Donc si à l'origine on faisait partie des brigades rouges ou d'un mouvement, maintenant chacun d'entre nous peut se donner la face d'un terroriste et peut mettre des informations sur son site comme s'il avait tout un mouvement derrière lui. Et son mouvement est très important. Oui. Il a beaucoup de fidèles derrière lui. Oui, ça c'est quelque chose qu'on a du mal à évaluer. On se retrouve dans des sites et on ne sait pas ce qu'ils représentent. Et quelquefois c'est une personne, et une personne qui, parce qu'elle a accès au réseau, peut donner l'impression qu'elle est représentative de tout un mouvement. Ou au contraire, quelqu'un qui n'a pas qui n'a aucune représentativité et qui, à un moment, fait l'adhésion sur son site et fait une sorte de mouvement qu'Internet, d'une certaine façon, enfin que sur l'Internet. Voilà, donc chacun d'entre nous peut être terroriste. Ça ne veut pas dire que je définis chacun comme un terroriste, mais chacun le peut. Il peut emprunter un pseudo, il peut emprunter un nouveau visage, il peut faire tout ce qu'il a envie pour se donner une face très importante vis-à-vis du monde. Le terroriste a envie aussi que son impact soit mondial, de plus en plus de monde soit touché. Donc il ne veut pas que quelque chose arrive dans un petit bout du monde, mais que ça soit explosif et que tout le monde prenne conscience partout. Donc c'est idéal pour le faire par le réseau. En plus des attaques par les réseaux, on pense qu'elles n'auront pas des dommages, qu'elles ne sont pas dangereuses, mais c'est totalement faux, parce que c'est là qu'arrive le cyberterrorisme. C'est une nouvelle, comme tout est lié au réseau et toutes les informations et tout est connecté sur des réseaux. Donc du moment que j'attaque, par exemple au Canada, l'électricité, le réseau d'électricité, donc tous les pays est endommagé. Donc, comme terroriste, j'ai une grande satisfaction puisque je rends beaucoup de dommages au pays et une panique. Il faut voir que le terroriste veut aussi la panique. C'est très important, la panique générale. Et les victimes ne savent pas, ne peuvent pas se défendre comme le terroriste fait son acte. Le terroriste ne dit pas exactement toujours qui il est. C'est seulement après qu'on a une cassette vidéo où quelqu'un se réclame d'avoir fait tel ou tel acte. Donc c'est un suspense total, une panique totale et des actes de violence. Maintenant, les petits hackers qui, à l'origine, les hackers, ce sont les pirates. On a différentes sortes de pirates. À l'origine, on faisait la différence entre les hackers et les crackers, c'est-à-dire ceux qui pirataient un réseau d'informatique pour démontrer les failles du système. Bon, à l'origine, c'est innocent, mais depuis, ça a évolué et vous avez des pirates qui travaillent pour des mouvements terroristes, comme ils travaillent pour la CIA ou pour le Pentagone ou pour des sources de renseignements, etc. Donc, on les trouve un peu partout. Et du moment qu'on attaque un réseau, il faut d'abord bien calculer son opération. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Donc, c'est un acte de terroriste voulu, bien calculé à l'avance pour créer la panique générale. Et je pense que de cette manière, les hackers doivent avoir une certaine responsabilité dans ce qu'ils font. On ne peut pas faire attaquer des réseaux comme ça en causant de dommages et dire après c'est un jeu d'enfant qu'on a fait pour jouer. Donc, je pense effectivement qu'ils sont des terroristes, ou les nouveaux terroristes. Bien sûr, après, vous avez les véritables terroristes qui tuent. On ne tue pas d'abord par Internet, mais on peut engager quelqu'un, on peut l'encourager à le faire. Et on a pas mal de sites comme ça, de l'islam, par exemple. C'est ce que vous appelez l'e-djihad, donc qui est le terme clé pour dire que c'est sur Internet, et donc une sorte de djihad sur Internet. Oui, tout à fait. Ça, c'est des sites qui appellent à l'intifada ou au djihad électronique. Le djihad, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on peut attaquer tous les infidèles, que c'est permis par l'islam, et c'est même voulu par l'islam.
Donc, si on va sur un site qui, à l'origine, doit me donner des informations pour mieux prier, pour mieux connaître l'islam, on peut trouver aussi un encouragement d'attaquer des sites israéliens ou des sites qui sont en direct ou protègent la politique d'Israël. Mais ça peut être aussi des sites, je donne ce conflit israélo-palestinien, mais on peut aussi trouver d'autres sites qui sont fidèles, par exemple, pour les Tchétchènes, des pays qui sont à l'encontre ou qui n'aident pas suffisamment les Tchétchènes, ou pour le conflit en Inde, donc, ou le conflit entre la Taïwan et la Chine. Donc ça peut être un peu partout. Et on encourage visiblement le visiteur du site. Voilà, vous êtes, en lui demandant simplement, vous êtes pour l'intifada, vous êtes pour ce qui se passe en Israël ou pas. Si vous n'êtes pas, voilà, vous pouvez vous connecter sur un autre site. Comment? Pour attaquer les sites israéliens ou les sites pro-israéliens. Maintenant, ces sites peuvent se trouver, comme on est dans un monde global, donc ces sites peuvent à la fois se trouver en Israël, mais peuvent aussi se trouver en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Et celui qui fera l'attaque peut venir de partout. Donc il ne faut pas regarder le conflit à l'échelle locale, mais au contraire voir qu'on est dans un monde global et les attaques peuvent venir de partout dans le monde. Ce qui s'est passé, par exemple, pour le conflit de la Palestine, donc les attaques sont venues de l'Inde, de partout, et pas concrètement des pays arabes à côté d'Israël. Oui, et pas uniquement sur des sites situés en Israël, mais c'est là où l'antisémitisme peut atteindre toutes les proportions, c'est-à-dire sur des intérêts supposés juifs, des banques qui ont des noms juifs, alors que bon, il n'y a pas que des juifs qui ont leur compte là-dedans, enfin, toutes ces choses-là. Voilà, tout à fait. Et les attaques arrivent de partout. Maintenant, pour les intérêts aussi, parce qu'il y avait à l'époque du foulard islamique, du voile en France, donc tout un débat. Il faut voir que le combat, le djihad, pourquoi c'est global? Parce qu'on fait un combat contre les infidèles. Les infidèles et les partisans de la culture occidentale. Donc à la fois les intérêts des Français qui manifestement se sont mal conduits dans l'affaire du voile, ou les intérêts des Américains, et ça peut être partout dans le monde entier, ou dans l'affaire des Tchétchènes, ils sont tous musulmans, ils sont tous des musulmans opprimés. Donc il y a même un site pour les opprimés, et dans lequel on montre des images qui encouragent vivement à faire quelque chose pour les opprimés, que ça soit l'acte terroriste en tant que tel viendra peut-être à un certain moment. Il y avait pas mal d'exemples de personnes qui se sont allées s'engager dans des mouvements terroristes, mais il faut d'abord s'engager concrètement, donc il faut avoir un entraînement. Ouais. Merci Limor Yaghil. On va parler donc de démocratie. On a l'illusion ou l'impression que Internet est une sorte de médium extrêmement démocratique. Et alors, on va parler en plusieurs temps. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il y a eu des tentatives de cyberdémocratie, c'est-à-dire des gens qui se sont dit on va faire voter par Internet, par exemple? Oui, tout à fait. À l'origine, c'était l'idéal, puisque Internet, les autoroutes de l'information qu'on a lancées aux États-Unis par Al Gore, donc c'est à l'origine, c'est relier tout le monde et profiter à tout le monde de l'information démocratiquement. Donc chacun peut dire ce qu'il en pense, chacun peut avoir accès aux informations, par exemple dans le monde de la médecine, sur la politique, dans toutes les informations. Maintenant, la question, qu'est-ce que c'est d'abord, qu'est-ce que c'est l'information qu'on met sur Internet, puisqu'on a des sites privés, des sites des gouvernements ou des sites de publicité, et même pour les sites concernant les problèmes de médecine. Est-ce qu'il y a maintenant, c'est très à la mode aux États-Unis, que le médecin vous décide de quelle maladie vous êtes et vous souffrez et vous donne le traitement par Internet. Mais est-ce que on a d'abord, la question se pose, est-ce qu'on a affaire à un véritable médecin?
Est-ce que le médecin peut vous donner l'information sans vous consulter et vous voir votre dossier? Et après, le dossier médical que vous faites passer par Internet, qui sait quelles sont les autres personnes qui ont accès à ce dossier médical qui normalement doit rester confidentiel. Et il y a pas mal de cas, des gens qui ont pris des pilules et après c'était des mauvaises pilules, donc ils ont eu ils ont souffert d'autres maladies, etc. Donc, mais on a aussi le côté de démocratie, évidemment, c'était à l'origine de permettre à chacun de voter, de donner son opinion, surtout pendant les élections. Mais là, il faut voir qu'on ne connaît pas, encore une fois, si tout le monde peut voter, donc on ne connaît pas l'identité réelle de celui qui va voter, et quelles sont les informations qu'on va mettre sur le site, est-ce qu'elles seront fiables ou pas? Il faut voir que chacun n'a pas non plus Internet. Oui. Donc, il y a ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas. Tandis que pour aller voter, c'est peut-être plus compliqué, mais c'est plus simple pour chacun des citoyens et chacun le fait concrètement. Et on peut contrôler quel bon il a mis, etc. Donc, il y avait plusieurs tentatives, mais à chaque fois, ça n'a pas marché. Et puis, on peut pas faire voter tous les États en même temps, donc ça cause de problèmes. Donc essentiellement, il y avait quelques tentatives aux États-Unis, en Europe aussi, mais apparemment ça n'a pas marché et ça prendra beaucoup de temps. J'espère qu'on ne va pas arriver à cette échéance parce que concrètement, je ne favorise pas cette nouvelle technique de données. Et il faut voir aussi que les hommes politiques ont leur image sur le site, ils ne viennent pas vous dire sur le terrain, ils ne viennent pas vous voir. Donc c'est un peu par Internet, par les médias, qu'on connaît l'homme politique. Oui, mais c'est le cas aussi actuellement. Enfin, je veux dire, le temps des marchés où l'homme politique a serré des mains est quand même un peu loin. On a l'impression que la politique se fait aussi à travers les médias, non? Oui, mais il y a certains départements, surtout en France et même aux États-Unis, où il y a des grands congrès, que les hommes politiques arrivent, essaye de convaincre. Donc, est-ce qu'on met un texte, quelqu'un va être convaincu du texte de la même manière qu'un discours politique, là aussi. Et puis, c'est surtout le côté que chacun n'a pas encore Internet. L'information n'est pas à tout le monde, comme on le dit. Et on dit aussi pour la démocratie qu'elle est libre, qu'elle ne coûte pas. Là aussi, il faut voir que les sites, surtout aux États-Unis, si vous ne payez pas d'avance l'information, vous ne recevez pas l'information. Même en France, à l'époque, on pouvait regarder des sites de journaux, de Libération, le Monde diplomatique surtout, gratuitement, ou pendant un certain temps. Maintenant, ça devient de plus en plus compliqué parce que les journaux veulent gagner de l'argent ou des sites plus discrets, par exemple des informations pas secrètes, mais qui ont plus de la valeur du côté des affaires militaires, par exemple. Donc, vous êtes obligé de payer. Et c'est également pour des sites de librairies, de bibliothèques, que vous êtes obligé de payer. Donc dire que l'information est devant tout le monde, et il faut voir que les pays connectés ne sont pas seulement les pays européens, que même en Europe, chacun n'est pas connecté, mais bon, il peut aller à une bibliothèque ou un cybercafé, mais encore une fois, il doit payer pour la connexion. Oui, et puis il y a aussi une fracture de gens qui n'ont pas, enfin la fameuse fracture numérique n'atteint pas ceux qui ont, pas seulement ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas, mais ceux qui sont formés à Internet, souvent les jeunes, et puis les plus vieux qui ne savent pas utiliser un clavier, qui ne savent pas utiliser Internet. Enfin, il y a aussi toute une frange de la population qui n'a pas accès à Internet parce qu'elle ne sait pas faire. Oui, pour ces personnes-là, il y a de plus en plus, de plus en plus à la mode, surtout aux États-Unis. On les donne des cours d'apprentissage, on les encourage, mais bon, ça sera surtout pour envoyer un mail et pas trop pour trouver de l'information. Mais je pense aussi aux pays africains ou aux autres pays en Asie qui ne sont pas tous connectés, et loin de là. Donc, quand on dit l'Internet va apporter la démocratie, je ne pense pas, ni à l'échelle nationale, ni à l'échelle
mondial. Et il faut voir aussi le type d'informations qu'on donne à ces personnes. Alors, et d'autant que la démocratie elle-même, donc les démocraties occidentales par exemple, sur Internet se sentent beaucoup plus libres d'avoir des pratiques pas du tout démocratiques pour le coup, c'est-à-dire ils se permettent de faire de la cybersurveillance, c'est-à-dire de surveiller les gens, surveiller leurs propres citoyens, ce qu'ils ne feraient pas de manière aussi visible dans le monde réel. Oui, tout à fait. Là, c'est vraiment Et là, on peut aller sur le site du CNIL, par exemple, en France, qui vous montre exactement... Donc, c'est la Commission Informatique et Liberté. Liberté, qui vous montre exactement comment, à partir du moment où vous êtes connecté sur le réseau, vous êtes surveillé. Donc, quelqu'un vous suit. Je peux savoir comme individu, par un autre moyen de réseau ou d'ordinateur, de savoir exactement ce que vous avez dans votre ordinateur, les fichiers, etc. Et bien sûr, après, je peux vous attaquer, m'introduire dedans. Il faut voir que de plus en plus, être un pirate d'informatique, on trouve aujourd'hui les programmes tout préparés et tout faits sur des sites spécialisés dans cette matière. Donc, il ne faut pas être un génie de l'informatique. Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, depuis le terrorisme du 11 septembre, donc on a le Patriot, donc c'est une nouvelle aux États-Unis. Oui, le Patriotic Act, le fameux. Act. Oui. Donc ça permet, et après ça, il y a eu d'autres moyens qu'on emploie pour justement savoir qui est supposé être un terroriste. Donc il suffit que parfois vous envoyez un courrier à votre ami et que dedans vous soulignez par exemple le mot de Bin Laden ou terroriste, que vous êtes immédiatement suspecté. Ça peut bien sûr être pour d'autres mots. Donc à l'origine, vous êtes automatiquement suspecté, que ce soit par les ministères, et un bon jour quelqu'un peut venir et vous accuser d'être terroriste. Y compris par les démocraties. Voilà, les démocraties aux États-Unis. C'est quand même la démocratie américaine qui est comme une vraie démocratie, qui se sent plus libre de surveiller ses citoyens sur le réseau. Tout à fait. C'est-à-dire que d'une part, on vous permet, au nom de la liberté d'expression, et qui est dans le premier acte de la Constitution américaine, de publier tout ce que vous voulez, tant que vous ne faites pas du mal à quelqu'un, mais il juge seulement après que vous avez fait du mal. Donc, à partir du moment avant de tuer quelqu'un, vous pouvez publier tout ce que vous avez envie. Et d'un autre côté, vous êtes immédiatement suspecté de que vous envoyez un mail, ou ça a été aussi pour certains sites qui ont mis certaines informations qui ne concordaient pas avec la politique du gouvernement. Merci, Limor Yaghil. Avec tout ce que vous nous avez raconté, là, on commence à s'inquiéter. Enfin, vous nous faites peur avec ces menaces terroristes, ces surveillances sur le réseau. Et la question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que Internet doit être régulé? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des gens qui restreignent cette liberté, justement au nom de ces dérives? Vers quelle éthique vous voulez aller? À mon avis, je pense surtout qu'il faut réfléchir sur les nouveaux dangers. Il ne s'agit pas de défendre à quelqu'un l'utilisation d'Internet, mais surtout le but de livre, c'était de mettre en garde le citoyen qui utilise Internet de ce qui peut lui arriver. Par exemple, s'il se donne ces informations, s'il paye par carte de crédit, il peut aussi être attaqué, quelqu'un a utilisé sa carte, etc. Les tentatives de régulation, maintenant, il y a un problème. Comment on les fait appliquer à l'échelle mondiale? Parce qu'il est évident que ce qui est possible pour les pays européens, ou même du point de vue de leur mentalité, ça ne va pas être possible dans les pays musulmans ou arabes, ou même aux États-Unis. Donc, est-ce que la régulation va faire quelque chose à l'échelle mondiale? Maintenant, d'un autre côté, interdire, ça ne veut pas dire que ça va limiter ces sites, que ce soit des sites terroristes ou de l'islam radical, ou des sites néo-nazis, etc. Ça ne veut pas dire loin de là. Donc, à l'origine, si je prends l'exemple de ce qui se passait en France pour les ventes
des publications négationnistes. C'était interdit par la loi, mais ça continuait d'être diffusé. Il fallait connaître les librairies. Et maintenant, c'est diffusé librement. Il faut savoir les voix aussi sur Internet en plusieurs langues. Donc, ce n'est pas par l'interdiction qu'on va résoudre le problème, mais je pense plutôt par l'éducation, la mise en garde et le fait qu'on va discuter de ces différents aspects et que l'individu prendra conscience que de la même manière qu'il ne peut pas voler à chaque individu tout ce qu'il a envie ou lui faire du mal, il ne peut pas faire tout ce qu'il a envie par le biais d'Internet, qu'il y a des limites à la liberté. Mais je pense qu'il faut le faire en prenant conscience que chacun est responsable de ses actes. Oui, alors ça pose quand même une question parce que c'est vrai que je ne vais pas voler dans les magasins parce que j'ai été bien éduqué, mais aussi parce que j'ai peur du gendarme. Alors j'ai peur de la loi, j'ai peur d'être mis en prison. Et comment aussi faire peur aux gens? La contrainte est quelquefois utile. Tout à fait, mais dans un premier temps, je pense que d'abord, vous devez être conscient du danger. Oui. Déjà, ça va diminuer le nombre de personnes qui vont visiter ces sites ou qui vont, lorsqu'ils le visitent, vont être conscients qu'ils sont manipulés ou que quelque chose peut les arriver. Ensuite, pour les gros entre guillemets terroristes, et bon, je suis sûre que là, on peut faire, il y a des lois, il y a des responsabilités des gouvernements, des services secrets, etc. Donc, ça sera à leur tour, mais dans un premier temps, je pense qu'il faut éduquer l'individu. Ensuite, bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser certaines lois, mais il faudra penser là aussi comment l'appliquer, parce que ce n'est pas non plus simple de le faire appliquer partout dans le monde et à l'échelle totale, lorsqu'on a différentes civilisations, différentes mentalités. Oui. Alors, justement, vous parlez d'éducation, quel est le contenu que vous pouvez donner à cette éducation? Qu'est-ce qu'il faut dire aux gens? Je pense qu'il faut leur montrer concrètement ce qui se passe sur Internet. D'abord, par exemple, si on prend les parents qui ont des jeunes enfants qui sont connectés toute la journée sur Internet, qu'ils prennent déjà conscience de ce qui se passe, sur quel site ces jeunes arrivent, la manière dont on cherche l'information, si elle est fiable ou si le jeune ou l'adulte est manipulé, quel site il faut éviter. La nature du site, si on visite un site, ce n'est pas pour interdire la visite, mais si on visite, il faut être conscient de l'information qui est mise sur ce site, savoir qui est derrière et savoir que chaque information, il faut la vérifier. Il ne faut pas prendre tout comme parce que c'est marqué sur Internet comme quelque chose de fiable. En plus, peut-être il faut attaquer les sites ou les gens qui dirigent les sites qui mettent des informations à titre privé. Par exemple, sur tel ou tel acteur, il y avait l'affaire Hallyday, il y avait d'autres personnes qui étaient consacrées. Donc, si quelqu'un publie sur moi une information sans me consulter, à ce moment-là, bien évidemment, la loi peut faire quelque chose. Et je pense que là, on peut faire une loi à l'échelle nationale. Mais donc, c'est une consultation. J'appelle aussi aux consultations à titre de toutes les organisations, justement, de droits de l'homme et de droits de la personne pour essayer de voir comment on peut faire avancer les choses. Alors, je pense qu'il y a aussi une éducation, j'allais dire, du citoyen qui doit se poser des questions quand il télécharge gratuitement des choses qui sont en théorie payantes. Enfin, est-ce qu'il ne faut pas aussi éduquer les gens en leur disant c'est vrai que les majors américaines se servent largement sur le dos de ceux qui achètent. C'est vrai qu'il y a des marges qui ne reviennent pas forcément aux auteurs que l'on aime bien, aux chanteurs que l'on aime bien, mais c'est quand même illégal et c'est pas bien d'une certaine façon de télécharger. Le droit de la propriété reste un droit fondamental. Oui, de ce point de vue-là, c'est vrai, mais ce qui me concerne plus, c'est le droit de la personne, c'est-à-dire le fait qu'on puisse m'attaquer mes informations sur mon ordinateur alors que je ne souhaite pas, que quelqu'un utilise les bases de données me concernant ou d'autres personnes. Et c'est surtout ça qui m'inquiète, parce que les bases de données, aujourd'hui, vous allez au supermarché, on vous donne une carte de fidélité et déjà, vous avez tous les détails qui concernent votre âge, votre
qu'est-ce que votre profession, etc. Donc, toutes ces informations, un jour ou l'autre, lorsque le réseau lorsque ces bases sont piratées, servent à quelque chose, à quelqu'un d'autre. Donc, parfois aussi pour un chantage, il y a aussi ce côté-là. Donc, c'est surtout ce côté du terrorisme, du piratage qui m'intrigue, et le fait qu'on peut publier sur chacun toutes les informations qu'on souhaite sans lui demander son accord. C'est aussi contre cette culture qui se propage, qui évolue, qu'on peut tout faire, que c'est un certain Eldorado de la liberté totale, qu'on peut tout faire, tout attaquer, tout dire, toutes les informations par le biais d'un site. Et c'est surtout contre ça, si vous voulez, la propriété, le fait qu'on télécharge un disque ou des chansons, bien sûr, il faut faire quelque chose contre, mais je dirais c'est le moindre mal de tout ce qui se fait réellement et tout ce qui peut aller à l'encontre de l'être humain et de sa liberté qui est atteinte. Et ses droits de l'homme. Oui, parce que ce que vous montrez, c'est assez surprenant, c'est qu'au nom de l'altermondialisme, il faut se battre contre les méchants du capital, il y a une forme de nouveau terrorisme, en fait. Et ça, tous les altermondialistes ne sont pas terroristes, il faut il faut être prudent, mais il y a une sorte d'alter-terrorisme, en fait. Oui, on encourage d'ailleurs par cette idéologie. D'abord, j'ai parlé du cyber djihad, donc c'est par le djihad, si vous voulez, qu'on laisse faire à chacun, qu'on permet à chacun d'attaquer tout ce qui est concerné comme culture, civilisation occidentale. Et c'est la même chose pour les altermondialistes, tout ce qui est capitaliste, américain. Donc, on laisse à chacun le droit et la possibilité d'attaquer. Maintenant, les attaques sont diverses. Il y aura certaines personnes qui vont faire des manifestations et après casser tous les vitres à côté, les magasins, etc. Puis il y a d'autres qui vont faire des attaques, des cyber-attaques par l'intermédiaire d'Internet, ou même ça peut être aller dans un site qui représente une grande compagnie comme Microsoft et attaquer cette compagnie. Mais en attaquant les bases de données de Microsoft, on attaque aussi chaque individu qui est lié à cette compagnie et qui achète ou qui a ces bases de données, etc. Merci Limor Yaghil. Alors, vous êtes aussi l'auteur d'un livre sur les Juifs, le sauvetage des Juifs, qui est paru aux éditions du Cerf, dont on doit voir la couverture en ce moment. Et donc, probablement, on vous retrouvera dans La foi prise au mot sur un autre sujet, qui est ce problème du sauvetage des Juifs par les catholiques. Merci beaucoup, Limor Yaghil. Merci de nous avoir fait réfléchir. Merci.